Transformez votre vie grâce à des informations claires sur vos finances personnelles. Il y a plusieurs informations inadéquates et plusieurs mythes qui entourent l'argent. Ces informations et mythes provoquent de la frustration et de la confusion, qui à leur tour vous enlèvent la paix dans votre relation avec l'argent. Vous méritez des conseils clairs dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Nous comprenons à quel point il peut être déroutant de chercher des conseils sur les finances personnelles. Avec une expérience de coaching financier, nous vous offrons des informations basées sur des recherches pour favoriser votre indépendance financière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour accéder à du contenu de valeur. Engagez-vous avec nos épisodes de podcast qui vous mettent au défi et vous inspirent. Appliquez les stratégies apprises dans votre vie quotidienne pour une transformation visible. Choisir notre podcast est votre premier pas vers votre indépendance financière. Contenu à vos amis, à vos frères et sœurs, parce que c'est un contenu qui touche directement à notre vie, qui touche directement à notre ménage. Et c'est très important de prendre la charge de notre propre destin. Alors, aujourd'hui, la fois dernière, nous avions parlé de vivre intentionnellement parce que nous parlons de ces choses, parlons du développement personnel dans ce podcast, combiné avec les finances et tout ce qui va avec, parce que nous pensons que votre richesse, votre richesse ne peut pas dépasser votre développement personnel. Je parle ici des gens qui gagnent honnêtement leur argent, qui travaillent et qui gagnent honnêtement leur argent. Ici, nous excluons les gens qui gagnent de l'argent dans la malhonnêteté, dans les détournements et des choses comme ça. Ces podcasts ne concernent pas ces gens-là. Et donc, ici, nous parlons des gens qui travaillent sérieusement, avec éthique, pour pouvoir gagner leur vie. Donc, ça veut dire que votre développement personnel est très important parce que nous allons avoir un podcast et encore mieux élaboré où nous allons parler des compartiments de nos vies dans lesquels nous devons dans lesquels nous devons tirer beaucoup d'attention. C'est comme une sorte de roue, donc ces compartiments forment une roue qui est le roue de la vie. On va peut-être en parler encore en profondeur le moment venu. Et si la roue, une partie de la roue n'est pas bonne, alors la roue ne peut pas aller rouler normalement, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi il est important de parler aussi du développement personnel. Nous allons vraiment nous attarder là-dessus dans peut-être la semaine prochaine déjà avec un invité qui s'y connaît dans cette matière. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de fonds d'urgence. Nous allons parler du fonds d'urgence. C'est quoi le fonds d'urgence? Dans nos podcasts précédents, je crois que j'ai fait allusion à ça, au fait ou à la nécessité de trouver ou d'avoir un fonds d'urgence. Pourquoi devrons-nous avoir un fonds d'urgence? C'est tout simplement parce que les urgences sont inhérentes à notre vie. Il y a toujours un moment où quelque chose d'imprévu nous arrive. Pour ceux qui sont dans la vie, ça fait quand même longtemps pour nous au bout de nos 4 décennies de vie, nous pouvons dire que, bien entendu, les imprévus font partie de notre vie. Pourquoi? Parce que le changement est la seule constante. Vous voyez, le changement est la seule constante. Le changement nous est garanti. Il était matin aujourd'hui, là il est soir. Il y a peu, c'était la saison de pluie, il pleuvait en averse, il y avait des inondations ça et là. Aujourd'hui, c'est la saison sèche. Il ne pleut pas, il fait un peu froid et des choses comme ça. Donc, le changement, c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose de garanti, c'est quelque chose de constant. OK? Et donc, cela étant, c'est comme ça que nous ne pouvons pas prédire quoi que ce soit. On peut se réveiller le matin
en bonne santé et le soir, on est malade et même gravement malade. Quelqu'un peut être en vie le matin et le soir, la personne décède. Ça, c'est la vie. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont sur cette terre ici. Ça, c'est peu important que vous soyez chrétien ou païen ou quoi. C'est comme ça que les choses se font. Vous allez vous réveiller le matin, vous roulez avec votre véhicule, vous partez au travail, je ne sais pas moi, vous partez dans vos affaires. Le temps qu'il est 15 heures, il fait 15 heures, le véhicule ne marche plus. Ça tombe, ça décide de tomber en panne. Ça, ce sont les urgences. Et vous partez le matin, vous laissez les enfants bien à la maison en train de jouer, ce sont les vacances. Et vous revenez le soir, un enfant est malade, il faut l'amener à l'hôpital. Ça, c'est seulement les choses qui arrivent aux humains, les choses qui arrivent sur cette terre. Et donc, tout peut arriver à tout moment. Rien n'est sûr sur cette terre. Hein? Donc, rien n'est sûr. En tout cas, rien. Et j'ai lu un quote, je crois que c'est Eleanor Roosevelt qui disait que la sécurité, si ce n'est pas Helen Keller qui disait que la sécurité, c'est une illusion. Et donc, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien de garanti. Et ça s'applique à tout le monde. Tant que tu vis sur cette terre, ça s'applique à toi. Je ne sais pas pour ceux s'il y en a qui vivent sur Mars ou sur la Lune, comment ça s'est fait, mais sur cette terre, c'est comme ça que les choses se font. Alors, vous savez, dans mon day job, hein, ça veut dire que le travail, j'ai un travail que je fais, un travail entre guillemets normal, hein, si je veux dire, parce que le reste des choses que nous le faisons dans notre propre compte pour notre propre entreprise. Et il y a un passage d'Ecclésiaste sur lequel moi je me suis toujours basé, hein, parce que je me dis que mon objectif c'est de pouvoir me détacher de toutes sortes de travail où je travaille ou pour une compagnie pour faire les choses, mais pour faire les choses dans ma propre compagnie et faire mon propre travail et faire ce que je voudrais faire. Il y a un passage d'Ecclésiaste, je crois que c'est Ecclésiaste 9 qui dit que le matin sème ta sémence et le soir ne laisse pas ta main, hein, ne laisse pas ta main, je sais pas c'est quoi, ne laisse pas ta main idle, hein, comment on dit ça en français, je me rappelle plus très bien. Donc ça dit qu'il faut pas laisser reposer sa main, voilà. Il faut pas laisser reposer sa main. C'est comme ça que on travaille ailleurs. Et puis, on ne laisse pas reposer sa main le soir parce qu'on a d'autres objectifs que nous devons atteindre. Et donc, je fais mon travail, j'ai une carrière de ressources humaines depuis que je suis aux États-Unis d'Amérique. J'ai vu bien des choses, hein. J'ai vu beaucoup de choses dans ce travail. Vous savez, c'est vous qui amenez les gens, c'est quand les gens viennent, c'est les ressources humaines qui doivent être là pour prendre les gens, leur donner les orientations, les trainings et des choses comme ça. Mais aussi, c'est les ressources humaines qui viennent quand le contrat est fini ou pour une raison ou une autre, on doit chasser la personne. Et ce sont les ressources humaines qui viennent et qui parlent à la personne pour qu'il parte. Et donc, on délivre toujours les mauvais messages. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Et dans ce travail, j'ai vu des décisions à être prises. C'est comme j'ai dit tout à l'heure que le changement est la seule constante, que ce soit dans la vie normale, que ce soit dans le business. Les changements est la seule constante. Vous pouvez le matin vous réveiller, vous êtes au bureau, vous êtes en réunion, vous prenez une telle décision. Le temps qu'il est 18 heures, la décision change, on prend une autre décision. Donc, c'est ça le business. C'est comme ça que les choses se passent dans la vie et dans le business. Le changement est la seule constante. Alors, parfois, on prend des décisions, on a pris des décisions où on devait faire partir des gens qui ont fait 18, 20, 25 ans dans la compagnie, s'il vous plaît. Donc, cette personne n'a pas vu ça venir. Imaginez quelqu'un qui a fait 20 ans dans une compagnie, 20 ans dans une entreprise. Pour la personne, c'est que, bon, ben voilà, moi, je vais peut-être mourir ici, n'est-ce pas? Et donc, mais vous voyez, on se réveille, on vient, on lui dit que non, ben écoutez, vous savez, votre position est éliminée. Et donc, nous informons que votre travail, vous ne l'avez plus à partir de maintenant. Et vous devez partir à la maison, remettre les ordinateurs, remettre, je ne sais pas moi, les téléphones si vous en avez, et des choses comme ça. Alors ça, ce sont des choses qui arrivent dans ce monde, sur cette terre. Il n'y a pas que les éliminations de positions. Il y a aussi le fait que vous pouvez venir. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait 20 ans dans la compagnie, il a fait quelque chose et puis après, il vient. Bon, la décision a été prise de le laisser partir. 20 ans sont partis comme ça. Vous comprenez?
Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a à un moment, quand j'ai parlé, on a fait vraiment un grand, comme on dit, layoff, là, on a fait partir plusieurs personnes. Et quand je parlais aux personnes, quand je leur donnais le message, il fallait voir comment les personnes séchaient, comme on dit à Kauki, comme on dit en Lingala chez nous. Donc, ça veut dire que c'est d'abord, il sèche pourquoi, il tremble pourquoi, parce que déjà c'est un problème, hein? Déjà c'est un problème, parce que voilà, il ne sait pas comment il va s'en sortir demain. Mais beaucoup plus parce qu'il n'a pas d'autres options, parce qu'il n'a pas d'argent qu'il a gardé de côté pour que, en cas de problème comme ça, hein, en cas de problème comme ça, il peut d'abord se rabattre sur cette somme-là le temps de se refaire. J'ai même vu un autre qu'on a finalement fait partir plus tôt que possible parce qu'il se disait que non, voilà, je vais amener mon arme, je vais tirer sur tous les chefs qui sont ici. J'en ai vu. Vous voyez? Et ça, c'est un problème. Mais pourquoi? Ce n'est pas seulement le fait que non, oh voilà, ils m'ont fait partir, comment je vais faire avec ma famille et tout ça. C'est le fait que je n'ai rien d'autre à part le salaire que j'attends de ce travail ici. Et je n'ai rien dans mon compte, je n'ai rien nulle part. Donc ça c'est un problème. Ça sera un problème pour la personne parce que la personne va se dire comment je vais vivre. Vous voyez? Et ça, j'en ai vu des tonnes et chaque fois ça se répète. Vous imaginez, vous avez fait 15 ans, 20 ans dans la compagnie, on vient vous faire partir. Si vous avez de la chance, on vous donne une bonne somme, hein, si vous avez de la chance. C'est pas comme chez nous où on parle toujours des comptes finales. Hein, et comprenez que ma carrière de ressources humaines, je l'ai beaucoup faite aux États-Unis. Et donc, c'est pas comme chez nous, on donne des comptes finales quand la personne part. Non. Ici, on ne vous donne rien. Si vous n'avez pas de la chance, on ne vous donne rien. Ou si vous avez juste un peu de chance, on vous donne 2 semaines de paye. J'en ai vu comme ça. Et ce n'est pas évident. Après 4, 5, 6 ans, 10, 15 ans, 20 ans dans une compagnie. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Vous comprenez? Et ça montre que nous devons être préparés. Ça, c'est une sorte d'urgence qui arrive. Vous n'avez pas prévu qu'on va vous chasser un jour. Et encore que si on vous donne un préavis, on vous dit que non, voilà, vous allez être chassé tel jour ou dans un ou 2 mois. Mais on ne vous donne rien, on ne vous dit rien. C'est pas évident. Une autre chose qui m'a fait très mal dans ma carrière en tant que ressources humaines, Human Resource Business Partner, à l'époque, je travaillais pour Amazon. Maintenant, je travaille pour une autre compagnie. À l'époque, je travaillais pour Amazon. Et voilà une femme. Cette dame, c'est une dame vietnamienne. Elle m'appelle, elle me dit que voilà... d'abord, elle me disait que son mari était malade et tout ça. Quelques temps après, elle m'appellera pour me dire que son mari est décédé. N'est-ce pas? Alors, j'ai dit, ok, d'accord, voilà le règlement de la compagnie. Tu prends autant de jours, tu prends autant de temps. Et si tu as besoin de beaucoup plus de temps, parce que quand tu perds un conjoint, il faut à la limite 6 mois pour que tu te refasses, pour que tu reviennes à la normale. Alors, j'ai dit, si tu as besoin de beaucoup de temps, fais-moi signe, comme ça, on pourra travailler là-dessus, on pourra t'accorder beaucoup de temps. Elle a dit, ok, d'accord. Et puis après, 1 semaine après, je vois la dame venir. Je pensais qu'elle venait pour qu'on discute peut-être de combien de temps il va encore prendre parce qu'elle a besoin de ça. Elle me dira non, je ne suis pas venu pour ça, je suis revenu au travail. J'ai dit pardon, tu es revenu au travail, pourquoi? La dame me dira, et ça m'a fait très mal. Elle me dit, mais si je reste à la maison, comment on fait pour payer la maison, pour payer les factures de courant et de l'eau et tout ça? Comment ma fille va manger? Ça m'a extrêmement fait mal. Vous imaginez quelqu'un qui vient de perdre son conjoint? Évidemment, nos cultures sont différentes, c'est pas comme chez nous peut-être, mais elle doit revenir au travail aussitôt, 1 semaine après, parce qu'elle ne peut pas se permettre le luxe de rester à la maison. Mais vous savez, c'est pourquoi? C'est de 1, parce que la personne qui est décédée n'a pas une assurance vie. Nous allons en parler ici et de manière plus approfondie dans notre cours qui va être en ligne très bientôt, Fondation sur les finances personnelles.
la personne, son mari n'a pas d'assurance vie, parce que quand vous avez une assurance vie, ça permet l'assurance vie, c'est comme une manière de dire, de prendre soin de votre famille quand vous ne serez pas là. En fait, c'est ça l'objectif de l'assurance vie, c'est de pouvoir pourvoir un revenu à votre famille quand vous ne serez pas là. Ça remplace un peu cela. Et donc, imaginez-vous le mari avait une assurance vie, ça serait plus facile pour la dame de se dire, bon, je vais rester encore plus de temps, j'ai fait le deuil de mon mari, parce qu'ils ont de l'argent pour prendre soin de la maison et prendre soin de leur fille. Mais le mari n'a pas cette assurance vie. Ils n'ont pas de savings at all, ils n'ont pas d'épargne du tout. Ils n'ont pas d'épargne du tout. Pas de fonds d'urgence. Vous voyez un peu. J'ai eu très, très, très mal en voyant cette femme obligée de revenir au travail, n'ayant pas fini son deuil. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mes amis, ces choses sont cruciales. Ces choses dont nous parlons ici sont nécessaires. Il ne faut pas aller dans la vie de manière hasardeuse. Il ne faut pas vivre de manière hasardeuse. Il faut être intentionnel par rapport à ce que nous faisons. Parce que les urgences vont venir. Et comme nous l'avons dit, à cause des histoires dont, comme je suis en train de parler, des gens qui perdent le travail, je vous ai parlé des gens dans mon entreprise, une des entreprises où j'ai travaillé, on a fait partie beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et ils ont perdu leur travail. Ça, c'est une urgence. Maintenant, imaginez-vous qu'on vous fasse partir et vous n'avez rien. On ne vous donne rien non plus. Parce qu'il ne faut pas compter sur d'autres personnes. On ne vous donne rien. Vous faites quoi pour survivre? Vous ne savez pas. Votre mari est mort, votre femme est morte. Comment vous faites pour survivre? Comment vous faites pour prendre soin des enfants? Comment vous faites pour... Voilà, il y a tout ça. Ce sont des choses cruciales. Et donc, c'est à cause de tout ceci qu'il est important d'avoir un fonds d'urgence mis de côté. Ce fonds n'est pas à confondre avec un autre fonds. Ce n'est pas à confondre avec de l'épargne pour un business que vous voulez faire. Ce n'est pas à confondre avec de l'épargne pour un projet sur lequel vous travaillez. Ce n'est pas à confondre avec de l'épargne pour envoyer vos enfants à l'école. Ce n'est pas à confondre avec de l'épargne pour quoi que ce soit que vous faites. Ça doit être destiné seulement aux urgences. Alors, comment faire? Comment déterminer alors? C'est quoi l'urgence? Hein? C'est quoi l'urgence? Parce qu'après, les gens vont dire, oui, bon, si c'est destiné, un fonds qui doit être destiné aux urgences. Donc, puis si par exemple, je vais au marché, je trouve quelque chose que je voulais acheter depuis longtemps, mais je trouve qu'on a baissé le prix sensiblement, on a soldé ça. Donc ça, c'est quand même une sorte d'urgence parce que j'en avais besoin depuis longtemps. Non, ça, ce n'est pas une urgence. Vous voyez? La rentrée scolaire. La rentrée scolaire n'est pas une urgence parce que la rentrée scolaire, c'est quelque chose qui se programme. Vous savez que maintenant, les enfants sont en vacances et que dans un mois ou un mois et demi, si je ne me trompe pas, ils vont retourner à l'école. Ça, ce n'est pas une urgence. Ça, c'est quelque chose qui est, voilà, quelque chose que vous connaissez déjà, que vous devez en principe programmer. Hein? Ce n'est pas une urgence. Je crois que je me fais bien comprendre. Voilà, j'ai programmé un voyage à Dubaï, je peux utiliser mon fonds d'urgence pour ça. Non, ça, ce n'est pas une urgence. Vous l'avez programmé, n'est-ce pas? Vous avez programmé un voyage. Donc, ce n'est pas une urgence. Vous devez, en principe, avoir un fonds mis de côté pour ce voyage-là. Et ça, ce ne sont pas des urgences. Oh, c'est la Noël, il faut acheter les cadeaux pour les enfants. C'est la fin de l'année, il faut que les enfants voilà, aient des cadeaux, des habits. Il faut les amener jouer par-ci, par-là. La Noël n'est pas une urgence. La Noël, les fêtes de Noël, les fins d'année ne sont pas des urgences. Ce sont les fêtes qui viennent chaque année. Ce sont des fêtes qui viennent chaque année. Donc, vous devez programmer cela. Vous devez programmer cela déjà en début d'année que bon, voilà, Noël, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va acheter comme cadeau et tout ça. Vous devez programmer cela. Vous comprenez? Les anniversaires des enfants. Oh, c'est l'anniversaire de mon enfant, c'est l'anniversaire de mon mari ou de ma femme et tout ça. Alors, c'est une urgence. Ce n'est pas une urgence parce que l'anniversaire, ça se sait d'avance.
Vous savez que le 8 octobre, c'est son anniversaire. Vous savez que le 6 juin, c'est son anniversaire. Et donc, vous devez programmer cela. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour faire une fête d'anniversaire surprise à votre mari ou à votre femme ou à votre enfant, parce que c'est quelque chose que vous deviez avoir préparé avant, parce que vous savez que l'anniversaire viendrait. Vous comprenez? Ça, ce sont juste des exemples que je donne. L'enfant est né et donc c'est une urgence. Non, la naissance de l'enfant n'est pas une urgence. Parce que l'enfant, ça fait 9 mois que vous savez que l'enfant devait venir. N'est-ce pas? L'enfant n'arrive pas comme ça directement et puis on a un bébé. Non, le bébé grandit dans le ventre de la maman pendant 9 mois. Et donc, pendant 9 mois, vous savez que l'enfant doit venir. Ce n'est donc pas une urgence. Donc, ceci suppose que vous devriez avoir planifié cela et vous devriez avoir mis l'argent de la layette, l'argent de l'hôpital à côté. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais quelles sont donc les urgences? Vous pouvez avoir vos urgences, mais il faudrait être rationnel quand vous déterminez que quelque chose est une urgence. Un enfant qui tombe malade, qui jouait le matin pendant ses vacances et puis qui tombe malade, et puis vous devez l'amener à l'hôpital, on ne sait pas ce qui se passe, ça c'est une urgence, vous ne l'aviez pas prévu. Vous voyez? Et donc, vous pouvez recourir à ce fonds que vous avez mis de côté. Vous voyez? Vous perdez votre travail soudainement. Comme je le dis ici, j'ai dit ici que en fait, la sécurité, c'est une illusion. Il n'y a pas de sécurité du tout, ça n'existe pas. C'est une illusion. Le monde est comme ça. La vie, c'est vraiment comme des vagues. Vous comprenez? Donc, vous perdez votre travail, vous allez au travail, on vous dit que le travail n'existe plus, ou la compagnie ferme, ou voilà, pour quelque raison que ce soit, les choses ne marchent plus. Donc, vous êtes en mode urgence là. Parce que maintenant, les revenus qui venaient ne viennent plus. Hein, et donc, vous devez recourir à votre fonds d'urgence pour vous aider à tenir pendant ce temps, le temps que vous vous refassiez, que vous voyez ce que vous pouvez faire. Il y a aussi, comment dire, pour les gens qui travaillent dans le libéral, hein, le libéral, admettons que vous avez travaillé un dossier à un avocat, vous avez travaillé un dossier et que le client vous dit qu'il va vous payer tel jour et tout ça, ou soit pour certaines raisons, le paiement n'arrive pas, ça peut être considéré comme une urgence parce que vous attendiez, n'est-ce pas, cet argent et l'argent n'est pas venu. Nous allons aussi parler un peu des métiers qui sont des métiers comme les métiers d'avocat qui est un métier libéral et d'autres métiers connexes pour parler de comment s'en sortir quand on n'a pas un revenu régulier. Parce que vous savez, un avocat, pour qu'on le paye, il faut qu'il ait gagné un dossier, n'est-ce pas? Et ce n'est pas quelque chose qu'il reçoit chaque mois. Et ce n'est pas facile si on n'est pas très discipliné de tenir parce qu'on n'a pas l'argent qui vient chaque mois. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons discuter dans un autre podcast très approprié parce que moi-même, je suis avocat. Alors, quelle autre chose on peut utiliser comme exemple d'urgence? C'est une panne de véhicule. Vous ne prévoyez pas la panne de véhicule. Évidemment, vous prévoyez la maintenance de votre véhicule chaque mois, je sais pas moi, aller changer l'huile, aller faire checker les freins, aller checker ces histoires-là, les tune-up et autres. Mais vous ne prévoyez pas que le véhicule va tomber en panne. Vous ne prévoyez pas que le véhicule va avoir un problème de moteur. Vous voyez? Alors, ça, c'est une urgence. Un membre de famille qui tombe gravement malade et vous devez vous rendre là où la personne est, où vous devez évidemment contribuer parce que voilà, la personne, il faut contribuer. Ça, c'est une urgence. Un décès dans la famille, un décès arrive et voilà, chez nous, nous devons mettre la main à la poche chacun pour contribuer à ce qui arrive. Ça, c'est une urgence. Vous voyez, ça c'est juste des exemples comme ça que je prends pour montrer que ça, ce sont des choses inattendues. C'est ça l'urgence. Une chose inattendue qui a besoin que nous puissions, qui nécessite que nous puissions agir immédiatement. Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre ce qui est urgence et ce qui n'est pas urgence. Alors, comment constituer son fonds d'urgence? Ici, je fais appel, il faut faire plutôt appel à la discipline de l'épargne. Nous avons parlé dans un des podcasts ici en citant l'un des proverbes qui dit que celui qui dévore tout ce qu'il gagne
il est fou. C'est Proverbe qui dit ça. C'est lui qui mange tout ce qu'il gagne, c'est un fou. Vous voyez? Et donc, nous devons ici avoir la discipline de l'épargne. La discipline de l'épargne. La discipline de ne pas tout dépenser quand on reçoit son salaire. La discipline de ne pas tout bouffer. Mais la discipline plutôt de pouvoir mettre de côté quelque chose. Et vraiment, la discipline, c'est une grande étape. C'est une étape importante, allais-je dire, dans le progrès humain. Vous savez, sans discipline, même si vous êtes motivé comment, les choses ne marcheront pas. Vous pouvez être motivé à soulever 100 kilos dans la salle de gymnastique jusqu'à ce que vous arrivez dans la salle de gym et que vous vous rendez compte que, oh là là, ce n'est pas aussi facile que ça. Et là, ça demande de la discipline. La motivation à elle seule ne suffit pas. Parfois, on est motivé à faire quelque chose, mais derrière la motivation, il faudrait que la discipline suive. Parce que si la discipline ne suit pas, alors vous n'irez nulle part, vous ne ferez rien. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment acquérir l'habitude. Et comme je l'ai dit ici, les finances personnelles sont 80% psychologiques, mes amis. 80% habitude. 80% comportement. Et il faut fixer la personne. Il faut acquérir de nouvelles habitudes, comme nous l'avions dit dans l'un des podcasts. Donc, il faut acquérir donc cette habitude de mettre de l'argent de côté. Nous avions enseigné dans un des podcasts que vous pouvez, vous pouvez mettre l'épargne. Ça veut dire l'épargne, c'est pas prendre un gros montant et mettre de côté une fois pour toutes. Non. L'épargne, c'est créer une habitude de mettre petit à petit de l'argent de côté. Vous n'avez pas forcément besoin de commencer avec un gros montant. Alors moi, quand vous recevez votre revenu, voilà ce que moi je conseille. Vous pouvez avoir d'autres conseils, vous pouvez voir ce qui va mieux pour vous. C'est-à-dire, quand je prends mes 10% que je donne, au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et tout, je donne les 10%. Les deuxièmes 10% me reviennent. Je ne fais aucune dépense. Je prends les 10% là, je mets de côté. Et ça, c'est chaque fois que je reçois un revenu quelconque. Et comprenez que je suis en train de dire des choses que je vis. Je voudrais qu'il y ait de crédibilité, n'est-ce pas, dans mon message. Je ne viens pas dire des choses que je ne fais pas. J'ai fait un effort de mettre 10% pour moi-même à côté, après avoir servi Dieu de ces 10%. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me paye moi-même d'abord. On a parlé de ça une fois dans un des podcasts ici. C'est payer soi-même avant de commencer à payer les loyers, avant de commencer à payer les véhicules, les assurances et que sais-je encore. Donc, c'est payer soi-même. Admettons que vous avez un revenu de $1000. Si vous enlevez 10% que vous donnez dans votre église, si vous enlevez vos 10%, si vous enlevez 10% pendant 12 mois, ça fait combien? Des 10% des $1000, c'est $100. Vous enlevez 10%, ça fait combien? Ça vous fait, vous avez $100 par mois, ça vous fait $1200. Est-ce que $1200, ce n'est pas quelque chose? C'est quelque chose. Si vous pouvez faire plus, pourquoi pas? Mais si vous pouvez faire moins, tant mieux. Mais 10%, ça serait peut-être quelque chose de mieux indiqué. Alors, le fonds d'urgence, nous conseillons 3 à 6 mois de votre budget mensuel. 3 à 6 mois de votre budget mensuel. Nous allons commencer le vendredi la longue marche sur le budget en expliquant ce que c'est le budget et tout ça. Et donc, mais vous devez faire, je veux dire, 3 à 6 mois de votre budget mensuel. Si votre budget mensuel est de $800 par exemple, c'est juste un exemple, vous devez avoir, disons seulement $1000. Et si votre budget mensuel est de $1000 par mois, ça veut dire vos loyers, vos factures, vos transports, votre nourriture et toutes des choses comme ça. Si c'est $1000 par mois, et donc, c'est juste un exemple, je ne dis pas que c'est ça, juste un exemple, vous devez mettre $3000 ou $6000 de côté pour que, au cas où quelque chose arrive, vous avez au moins 3 mois ou 6 mois où vous êtes vraiment
vous êtes calme, vous n'avez pas à tourner les pouces, vous n'avez pas à courir dans tous les sens. Pourquoi? Je vous ai donné l'exemple de mes amis qu'on a chassés, des employés qu'on a chassés là. Imaginez-vous qu'on vous fait partir du travail euh, et mais vous avez 6 mois de votre budget mensuel. Ça veut dire que vous pouvez payer vos factures, vous pouvez manger, vivre, payer votre carburant et tout ça pendant 6 mois sans vraiment travailler. Quelle sécurité ça vous rapporte? Quelle paix cela peut vous rapporter? Vous aurez moins de stress si on vient vous chasser. C'est vrai, vous allez vous dire, ok, d'accord, mais bon, voilà, on me chasse, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu es obligé de partir, mais au moins tu as quelque chose sur lequel tu peux travailler. Tu peux recourir. Et encore une fois de plus, je reviens ici aux métiers libéraux, comme l'avocat, le courtier et des choses comme ça. Donc ça s'applique encore davantage à vous parce que vous ne recevez pas le salaire chaque mois. Et donc vous avez intérêt à avoir de côté autant d'argent pour que les mois ou les mois que vous ne recevrez rien, où les dossiers ne payeront pas, vous avez de quoi prendre soin de votre famille et prendre soin de vous-même. C'est très, 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 très important, mes chers amis et confrères, avocats, courtiers d'assurance ou courtiers immobilier. Alors, vous rappelez de Covid, non? Covid est arrivé ici et il n'y avait même plus de travail. Tout était fermé, on ne pouvait plus sortir. Mais imaginez-vous que vous n'aviez pas d'argent pendant ce temps. Vous allez faire comment? Parce que vous ne pouvez pas travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne recevez rien. Vous voyez? Ça, ce sont des choses, c'est pourquoi ces choses dont nous parlons, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses cruciales, mes chers amis. Notre objectif, rappelez-vous, dans ce podcast, quand on parle des finances ici, c'est de pouvoir avoir une certaine paix financière. C'est très important de considérer cette idée de pouvoir avoir son fonds d'urgence. Et donc, quand on a son fonds d'urgence mis de côté, pour éviter la tentation, n'est-ce pas, nous allons terminer par là, pour éviter la tentation de pouvoir dépenser, parce que ne vous en faites pas, hein, quand on a l'argent en main, on est toujours, même si on n'est pas dépensier, n'est-ce pas, on a au moins la facilité, quand on a l'argent, on peut avoir des idées qui viennent, vous voyez. Et donc, un fonds d'urgence, il ne faudrait pas qu'il soit à votre portée, de telle sorte que vous pouvez un jour venir prendre, deuxième jour venir prendre. Non, il faudrait que vous le mettiez dans un compte. Un compte où vous devez peut-être chez nous à Kinshasa du moins, vous partez là-bas, vous devez faire de la ligne pour aller prendre votre propre argent que vous avez mis dans votre propre compte. Hein. Donc vous pouvez faire 4 heures là-bas à la banque. C'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne publicité, mais c'est ce qui arrive dans la plupart des banques. Alors, mais quand vous avez votre compte, vous voyez cet effort-là de pouvoir quitter, aller à la banque, rester pendant 4 heures, 3 heures pour retirer votre argent pour quelque chose qui n'est pas urgent, ça va vous décourager. Vous le ferez que si c'est vraiment urgent, vous avez besoin de cet argent, vous pouvez aller faire tout ce temps à la banque et puis repartir après. Et donc, mettre ça dans un compte, comme ça, vous n'avez pas un accès facile à tout moment. Garder ça à la maison, ça peut être nuisible parce que si vous avez ça à la maison, vous pouvez tout le temps partir et prendre. Vous voyez, donc l'objectif ici, c'est de pouvoir mettre ça dans un compte et vraiment, comme, je ne veux pas dire compte bloqué, mais un compte que vous ne pouvez pas atteindre aussi facilement, un compte où vous ne pouvez aller que en cas d'urgence. Il est très important donc d'avoir le compte. Je ne sais pas c'est quoi le taux de bancarisation chez nous, mais il faudrait avoir un compte. Vous êtes maman qui vendait au marché, vous devez avoir un compte. Vous êtes fonctionnaire, je crois que les fonctionnaires ont des comptes. Vous êtes businessman, vous devez avoir des comptes. C'est très important parce que vous allez faire comment? Ça fait partie du développement du pays. Vous devez ouvrir un compte. Moi, je n'ai pas de recommandation à vous faire. Il y a plusieurs banques maintenant. Je sais qu'il y a eu des banques dans le passé qui ont fait des choses qui n'ont même pas encore remis l'argent des gens. Mais il y a quand même de nouvelles banques maintenant. Je pense que vous pouvez peut-être leur faire confiance. Je ne sais pas laquelle est la meilleure, je ne sais pas trop. Mais vous devez ouvrir un compte. Ça va vous aider même dans votre acheminement vers l'indépendance financière. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin
de notre podcast aujourd'hui où nous avons parlé de l'importance de fonds d'urgence. Mettez de l'argent de côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, écrivez-nous et jusqu'au prochain numéro, portez-vous bien chez vous et surtout, prenez le contrôle de votre argent.